Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 €, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 € par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 € par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD. Chers amis, je vous propose qu'on débute cette émission par une chronique que vous attendez toutes et tous, je le sais. Il s'agit du PowerPoint de Vincent. Salut. Incroyable, le beau Vincent qui s'installe avec nous. Salut. Tu vas bien, Vincent? Oui. Oula. J'étais pas du tout à côté de mon ordinateur. T'étais pas prêt, mais t'inquiète pas, mais si, regarde, t'es prêt. Alors là, est-ce que ça va passer? On a fait 14 tests encore. Ouais, comme d'hab, ouais. Ça se passe toujours bien pendant les tests. Si vous saviez comment ça se passe bien pendant les tests. Mais je suis serein jusqu'à 18h50 et après, descendre d'organes complet. Ça va? Bah écoute, Friends, ça va. C'est cool d'y aller. J'y suis allé 3-4 fois et tout. Je pourrais pas être là, mais je suis très content que vous y alliez. C'est un bel endroit. Bah, il y a des belles salles et tout. Donc voilà. On va essayer de concocter un Backseat spécial en plus. Ça va être cool. Ouais. De quoi tu vas nous parler cette semaine, Vincent? De mon côté, je suis quand même un peu stressé parce que cette semaine, il y a un gros youtubeur qui va connaître peut-être un tournant dans sa carrière. Je parle évidemment d'Inoxtag. Vous savez peut-être, ce jeune youtubeur qui a 21-22 ans, dans mes souvenirs, il va s'envoler pour réaliser un projet qu'il prépare depuis 1 an maintenant. Et 1 an, c'est court quand même. Il parle de l'ascension de l'Everest. C'est un défi qui fait énormément parler depuis son annonce l'année dernière, vous en doutez, parce que ça suscite à la fois de l'admiration de beaucoup d'abonnés, mais aussi des critiques, et évidemment de l'inquiétude. Parce qu'on ne parle pas d'une petite balade au but de Chaumont, etc., pour jouer au molki. Là, vraiment, là, on est sur un mont dont le sommet se situe à 8849 mètres et dont l'ascension va requérir des bouteilles d'oxygène. Donc, vraiment, on est sur un gros dos, comme on dit. D'où ma question ce soir. Que diable est-il allé... Oula. Que diable est allé faire Inoxtag dans cette galère? Désolé, je voulais faire un peu mon littéraire ce soir. Ça n'a pas du tout marché. Non, voilà. si, c'est classe. Pour commencer, évidemment, quelques petites statistiques. 454, c'est le nombre de permis délivrés par les autorités népalaises en 2023. C'est-à-dire qu'il y a 454 personnes qui vont le faire avec leurs équipes, etc. Donc c'est beaucoup de monde qui a monté l'Everest l'année dernière, qui va encore monter l'Everest cette année. 5 kilos, c'est le poids d'une bouteille d'oxygène. D'ailleurs, sachez qu'il y a beaucoup de vols de bouteilles d'oxygène sur l'Everest, dans les camps de base, etc. C'est un délire. Wow. 2 mois, c'est la durée du périple, en général, selon les fenêtres, le temps, etc. Ce qui ça demande beaucoup de temps. Il faut payer 15 000 $ pour avoir son permis. C'est énorme, donc tout le monde ne peut pas le faire. Les températures, en ce moment, c'est à peu près moins 40 degrés. Le vent souffle jusqu'à à peu près 83 km/h. Voilà, donc c'est pas les conditions météo qu'on a ici. Le taux de décès, il est d'environ 1%. Mais comme il y a toujours plus de personnes qui montent et que ce taux reste à peu près stable, ça fait il y a de plus en plus de gens qui meurent. Plus de victimes. Et l'année dernière, il y a eu un record. C'est un chiffre très élevé malheureusement de personnes qui sont décédées ou disparues. 18 morts l'année dernière, contre à peu près 6 en moyenne. Sachez d'ailleurs, là c'est terrible, mais j'ai appris qu'en fait les corps sont rarement redescendus parce que c'est pas facile, c'est impossible de le faire. Et il y a certains corps de certains alpinistes qui sont des repères maintenant qui sont là depuis des décennies. Voilà, exactement. Ou voire qui réapparaissent des décennies après. Donc c'est assez terrible comme constat, je trouve. Je suis tombé, parce que je me suis encore fait plus peur, mais je suis tombé sur une vidéo du site Wired qui a fait un peu un résumé de toutes les façons de mourir dans l'Everest. Et la vidéo, elle est très longue. Et vraiment, elle est flippante. J'ai appris des choses sur l'intestin, sur les œdèmes pulmonaires. Enfin, c'est vraiment flippant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est pour en apprendre un petit peu plus et qu'on se rende un peu mieux compte de ce qui se passe. J'ai contacté Christine Janin. Christine Janin, c'est la première femme française à avoir réussi l'ascension en 1990. Et elle a un CV de zinzin. Vraiment, j'ai regardé la liste de tous les sommets qu'elle avait fait et tout. Elle fait, moi, je travaille dans Backseat. Sur mon CV, j'ai fait des piges pour Le Monde et tout. Vraiment, le CV n'a rien à voir. Donc, j'ai contacté cette personne. Aujourd'hui, elle est présidente de l'association À Chacun Son Everest, qui accompagne des enfants et des femmes en rémission après un cancer pour les aider à reprendre leur vie avec des séjours, notamment à la montagne.
Et elle m'a parlé de ce que l'Everest fait au corps, parce qu'il faut savoir qu'elle est aussi médecin. Et avec le manque d'oxygène, le froid, surtout le vent qui peut être très violent. Et puis évidemment, l'autre gros risque, c'est de vouloir monter à tout prix. Et elle m'a expliqué notamment ceci. Il y a des noms qui sont non négociables. C'est-à-dire que voilà, si son guide ou lui dit il faut faire demi-tour, il faut qu'il fasse demi-tour. Et ça, il y a des fois, tu es dans un mode un peu flou, tu as plus toute ta lucidité, donc tu as envie de continuer. Et on a des cas de certaines personnes de grands noms de la montagne qui avaient continué et qui en sont morts parce qu'il y a un moment, tous les voyants étaient rouges. Et voilà, donc il y a plusieurs niveaux de difficultés. Il y a le côté montagne, il y a vraiment l'altitude, le froid, et il y a tout ce manque d'oxygène qui fait qu'à un moment, tu es dans un flou artistique, tu n'as pas toute ta lucidité et tu as tellement envie, tu es porté, tu as envie d'un sommet qui, en plus, quand tu t'appelles Inox et tu as tout le monde qui te suit, tu dois y aller à tout prix et le danger, il est là. C'est comment il va gérer de savoir dire stop si jamais ça passe pas. Voilà, donc je précise, c'est un faux fond derrière, elle n'est pas restée au sommet de l'Everest, je tiens quand même à le préciser. Donc voilà, donc grimper l'Everest, c'est risquer sa vie, et on risque encore plus sa vie quand on est Sherpa, quand on accompagne, le taux de mortalité est encore plus violent, et ça c'est un vrai sujet de fond. Sauf qu'évidemment, Inox, il ne se lance pas seul. Il sera accompagné de plusieurs Sherpas, et notamment d'un guide qui s'appelle Mathis Dumas. Il est guide de haute montagne et photographe. Et il lui a fait grimper et valider tout un tas de sommets depuis un an pour le préparer, y compris des monts très difficiles. Et on a un extrait d'une interview qu'il a donnée aux médias Interlude où il parle un peu de la préparation. Et vu qu'il a cette capacité à se tuer, à se rentrer dedans, je dis, il ne faut pas que tu arrives au sommet à plat, parce que je dis, le sommet, c'est que la moitié, quoi. Tu restes toute la partie descente. Et donc, c'est ça qu'il faut que j'arrive à gérer un peu avec lui, parce qu'il il arrive vraiment à repousser ses limites, voire un peu trop. Et du coup, des fois, je réussis à le freiner un peu, pour qu'il garde un peu de marge, parce que, tu vois, là, quand tu es en Himalaya, il n'y a pas de secours, il n'y a personne qui peut t'aider, parce que tout le monde est au taquet. Donc, c'est hyper important de garder de la marge de sécurité physique, en tout cas. Donc évidemment, il y aura aussi des caméramans, parce qu'il va faire un documentaire qui va faire entre 2 et 3 heures. Sachez d'ailleurs qu'il a refusé des chiffres un chèque à plus de 6 chiffres de la part de plateformes. Et on m'a d'ailleurs expliqué que son projet allait coûter plus d'1 million d'euros. Donc c'est un coût énorme, voilà, et beaucoup de préparation depuis un an. Et c'est pour ça qu'on l'a vu multiplier beaucoup les partenariats dernièrement aussi, parce qu'il avait besoin de sponsors et d'argent pour financer tout ça. Mais rassurez-vous, évidemment, donc Inox, il est ultra bien accompagné. Il va vraiment grimper en bande organisée, on peut dire. Il est suréquipé et tout devrait bien se passer. C'est vrai qu'il donne une image un peu de gars un peu foufou dans ses vidéos, ouais, c'est vrai. Mais ça se voit aussi dans ses vidéos de préparation. Je vous conseille de regarder notamment le Mont Blanc, etc. Il est quand même, il prendra pas de risques inconsidérés. Sauf que le problème ici, il n'est pas juste vital, il est aussi profondément écologique et philosophique même, je dirais. Déjà parce que l'Everest subit toujours plus le tourisme de masse. Il y a des personnes qui font littéralement la queue pour atteindre le sommet. Il y a des embouteillages de dingue, on dirait la 6 pendant l'été. Et notamment dans la fameuse zone de mort. On l'a vu en 2019, il y a eu cette photo qui est sortie vraiment... moi, ça me donne pas trop envie d'y aller comme ça. Mais vraiment, c'est ce genre de fréquentation. Il y a des conséquences évidemment directes sur l'environnement. Il y a une expédition, je crois que c'était un Français qui avait redescendu plus d'1,5 tonne de déchets et il y a depuis 100 ans et l'ouverture au tourisme, en fait, le sommet, il est parsemé, quoi. C'est une décharge à ciel ouvert. Donc, il y a des bouteilles d'oxygène, des tentes, des bidons, des objets en tout genre qui se désagrègent en plus très lentement. C'est vraiment une décharge et ce tourisme-là et le changement climatique, ça fait que accélérer le problème. Il y a aussi quelque chose d'autre qui pollue la montagne. Jean, est-ce que vous savez de quoi je parle ? Caca, il y a des gens qui disent dans le chat. On a déjà parlé des corps des personnes. Les gens, ils spoilent dans le chat. Mais oui, c'était le caca. Oui, c'est le caca. Le caca ? Les excréments, il faut savoir que, effectivement, quand tu es au sommet de l'Everest, etc., tu peux pas aller aux toilettes où tu veux, quand tu veux, etc., surtout quand tu es dans une file d'attente et que tu es au milieu sur la lisière de la montagne, etc. Et en fait, il y a un gros problème. C'est-à-dire que, en gros, les gens maintenant, ils ont interdiction, ils vont devoir redescendre leurs excréments dans des sacs, etc. Pour vous dire à quel point c'est le bordel. Comme les chiens dans Paris.
Petit sac à caca, là. Oui, voilà, mais pour des humains. Donc je pense que maintenant, l'Everest, ça va être... les gens, ils venaient voir une grosse montagne, maintenant les gens vont aller voir le gros caca, quoi. Vraiment, je pense qu'il y a une référence Internet. D'ailleurs, et promis, j'arrête après avec ça, mais c'est un sujet qui inquiète Inox, il y a un extrait de live où il en parle. Là, en fait, il y a deux solutions. Regarde, je te demande si c'est possible. Hein. T'es au sommet, t'es vers le sommet. T'as la chiasse de malade mental. Pour moi, il y a deux solutions. Soit tu te retiens, t'arrives à te retenir et nique sa mère parce que t'es... Tu dois te retenir 15 heures. Ou soit t'envoies tout dans ton froc. T'en bats les couilles, t'as le sommet. En vrai, il y a moyen, je mette une couche. Ça. Il y a moyen, je me tâte au cas où j'ai un virus et que j'ai mal au ventre. Je veux pas dire, ouais, j'ai pas réussi parce que j'avais mal au ventre. Je me chie, je m'en bats les couilles. Je te jure-le que t'es capable de mettre une couche. Je le jure que pour arriver, je suis capable de me chier dessus pour arriver. Ok, si tu le fais, je t'en supplie, prends-moi une photo. Bon voilà, là ça rigole un peu, etc. Mais je vous assure, dans le reste de la vidéo, il est quand même très sérieux sur sa préparation. Alors voilà, il y a ce sujet-là qui l'inquiète, mais est-ce qu'il est aussi inquiet pour les questions écologiques? Parce qu'il ne pourra pas de toute façon éviter le sujet, parce que tout le monde a un peu conscience du problème aujourd'hui, et peut-être même qu'il en parlera de la bonne manière, parce qu'en fait, il avait déjà fait une vidéo en 2002, il passait 7 jours sur une île, et il parlait vraiment des déchets, et son discours était plutôt cool, je trouve. Malheureusement, par la suite, ça ne s'est pas retrouvé sur le long terme, en termes de discours, de changement par rapport à la consommation. Il a fait une énorme vidéo où il dévoile sa bagnole, qui est vraiment une bagnole monstrueuse. Donc je lui dis, c'est un peu dommage, et j'ai vraiment hâte de savoir comment il va en parler. Et puis en fait, Inox aussi, il est porté par un idéal, par le fantasme un peu du dépassement de soi, ce fameux esprit shonen dont regorgent beaucoup les mangas et qui dévorent quotidiennement, et qui l'encourage à repousser toujours plus ses limites, etc. Une posture qui colle beaucoup d'ailleurs à la méta YouTube actuellement, les surproductions, toujours plus ambitieux, faire toujours plus, etc. Et c'est un discours aussi même qui colle à certaines communautés en ligne, où de jeunes hommes valorisent la performance à tout prix, l'alpha et les dérives masculinistes qui vont avec parfois, malheureusement. Et là encore, Christine Janin, elle a dit quelque chose, je trouve, de très intéressant. Lui, il le fait, c'est son problème, c'est sa folie, quelque part. Très bien, mais il ne faut pas que les gens derrière disent parce qu'il l'a fait, je vais le faire. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire très attention de ce qu'il va prouver, de ce qu'il va montrer, de comment il va participer, comment il va le partager. Alors, je lui souhaite de réussir, mais je lui souhaite de savoir trouver la limite pour qu'il puisse dire voilà. Et là, ça serait encore plus respectueux et plus respectable qu'il puisse dire non, là, c'est pas passé, puis j'en suis fière et je reviens. Et qui montre l'exemple dans ce sens-là. Il faut garder en tête que c'est une prise de risque énorme, que là-haut, personne ne peut rien pour vous, et qu'à 8000, vous avez 10% d'oxygène, donc ça devient limite, quoi. Voilà, donc moi, je mets vraiment en garde les gens. Ok, tout le monde est libre de faire, il peut, il a raison et il a le droit, mais attention à ce que les gens ne veuillent pas tous après faire comme lui. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est le risque. Oui, c'est un vrai risque d'inspirer des gens peut-être à vouloir faire de même et donc à prendre des risques. Donc là, Inox, il vise des sommets, un sommet géographique, littéralement dans le monde réel, et un sommet performatif aussi dans le virtuel. Il y a une petite lueur d'espoir sur cette quête de la performance, c'est que dernièrement, on voit aussi des youtubeurs et le YouTube évoluer dans le sens où il y a McFly et Carlito, ils ont arrêté les grosses productions, ils en font encore un petit peu, mais ils calment le jeu. Et même MrBeast, il a dit, il faut arrêter maintenant un petit peu cette course vers le toujours plus. On va voir dans les faits comment ça se passe, mais je me dis que potentiellement la vidéo d'Inox, ce fameux documentaire, ça sera peut-être un tournant et on reviendra vers des choses peut-être un peu plus calmes aussi par la suite. Et c'est pour ça que l'après, il va vraiment être déterminant pour lui, parce que mine de rien, il va pas ressortir indemne de ce type d'expérience, même si physiquement il s'en sort très bien. Je pense que émotionnellement et psychologiquement, ça va être un vrai tournant pour lui. Et puis après avoir réalisé l'impossible, qu'est-ce qu'il fait après, quoi, et surtout quel discours il va vouloir porter auprès de sa communauté en tant qu'influenceur, en tant que personne, et après une expérience aussi exceptionnelle et polémique à la fois, parce que voilà, comme on le dit dans toute ascension, c'est génial d'arriver au sommet, mais ce qui compte derrière, c'est de gérer la descente. Voilà. Merci à vous, passez une bonne soirée et à bientôt, dans 2 semaines. Merci beaucoup Vincent Manilev, à retrouver sur les réseaux sociaux pour ce PowerPoint.